Jean-Louis Thiériot, bonjour. Bonjour. Ancien ministre délégué auprès du ministre des Armées, vous êtes aujourd'hui député de Seine-et-Marne et membre de la Commission de la Défense et des Forces armées à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup d'être avec nous. Un des sujets majeurs cette semaine, il y en a beaucoup et on va en parler, notamment évidemment l'Iran, mais c'était le discours du chef de l'État sur la dissuasion nucléaire. Modification de la doctrine nucléaire, augmentation du stock de têtes nucléaires et ce nouveau concept de dissuasion avancée qui a été proposé, enfin en tout cas expliqué par le chef de l'État, on entrouvre en France, enfin en Europe, un parapluie nucléaire français sur l'Europe. Est-ce que ça va pour vous dans le sens de l'histoire ? En tout cas, c'est à la fois le respect des principes et les évolutions qu'impose la conflictualité. Les principes, c'est que la dissuasion, elle doit être souveraine dans son pouvoir de décision, c'est évidemment maintenu, souveraine dans sa planification et sa conduite et son ciblage. Ça, les principes sont saufs. On avait eu des populistes de tout acabit qui avaient dit on va brader la dissuasion, ce n'est évidemment pas le cas. On a aussi un autre principe fondamental qui est qu'il y a dans la défense de nos intérêts vitaux, et c'est ce que doit assurer la dissuasion, le rappel de cette dimension européenne que le général de Gaulle avait évoquée dès 1964 en parlant de l'Allemagne et du Benelux. Donc on est dans cette continuité. Les deux nouveautés qu'on peut retenir, il y en a même trois. La première, et c'est peut-être le moins important, l'augmentation du nombre de têtes nucléaires malgré le principe de la stricte suffisance. Ça répond à une réalité, c'est le durcissement des défenses solaires de nos compétiteurs. On veut la certitude que les missiles puissent passer, donc il en faut plus et c'est positif de l'avoir dit. La question qui reste en suspens, c'est aurons-nous une augmentation du nombre de vecteurs, c'est-à-dire du nombre d'avions, parce que sinon on mobilise des avions pour l'aspect dissuasion et donc c'est d'autres missions qu'on ne pourra pas accomplir, ça devrait être clarifié. Deuxième point, en termes de doctrine, l'idée de dissuasion avancée, c'est-à-dire être capable en clair de projeter des plots Rafale porteurs de l'arme nucléaire chez nos alliés en fonction de la situation et pour faire du signalement stratégique. Tout cela est assez cohérent et ne me semble pas poser de problème. Et c'est un geste fort dans une dissuasion de l'Europe qui additionne des dissuasions. La dissuasion française d'un côté, ce qui se veut la dissuasion américaine via l'OTAN, mais avec des doctrines différentes, c'est un ensemble. Et le troisième point, qui est finalement au moins aussi important, c'est l'insistance mise sur l'épaulement conventionnel de la dissuasion. Le but, c'est de remonter le seuil du nucléaire. Et remonter le seuil du nucléaire, ça ne se fera que s'il y a une défense conventionnelle forte. Les trois points évoqués, alerte avancée, frappe dans la profondeur, où c'est des capacités, on était entièrement dépendant des Américains, et défense solaire robuste, tout cela a du sens. Après, il faut que les moyens soient derrière les paroles et voir concrètement ce que ça donne, bien sûr. Avec nous, comme chaque semaine, Michel Cabirol, rédacteur en chef du pôle aérospatial défense à la Tribune. Michel, bonjour. Bonjour Jean-Baptiste, bonjour Monsieur Thiériot. Monsieur Thiériot, le chancelier Merz avait dit il y a quelque temps qu'il était prêt, en tout cas, à accepter que des avions de l'armée de l'air allemande portent la bombe atomique française. Est-ce que vous êtes favorable à cette proposition allemande ? À ce stade, je vais dire, messieurs les Allemands, tirez les premiers, achetez du Rafale. C'est une boutade, mais ça n'en est qu'à moitié. Je crois que dans le principe de souveraineté de notre dissuasion qu'on a évoqué au préalable, c'est la totalité de la chaîne de conduite et de commandement qui doit rester sous contrôle national. Demain, après-demain, je ne sais pas ce qui se passera. À ce stade, c'est totalement prématuré. Ça n'est pas revenu dans le débat. La France a fait le choix, et c'est très bien, de ne pas rentrer dans la planification nucléaire de l'OTAN parce que les doctrines ne sont pas les mêmes. Nous, notre dissuasion nucléaire, c'est créer des dommages insupportables ou des dommages insoutenables, disait le président Macron dans son discours. C'est éventuellement une frappe d'ultime avertissement pour montrer qu'on a franchi ce seuil. Ça n'est pas conduire la bataille nucléaire. Les Américains sont dans une logique de doctrine graduée, donc accepter d'une certaine manière de rentrer dans cette logique-là signifierait un amoindrissement de notre dissuasion.
Vous avez évoqué, avec l'augmentation des têtes nucléaires, une éventuelle augmentation des porteurs, c'est-à-dire du Rafale ou des SNLE 3G qui vont arriver. De quoi est-on capable, nous, Français, avec le budget qu'on a aujourd'hui? Est-ce qu'on peut acheter une vingtaine de Rafales de plus pour les forces aériennes stratégiques? Est-ce qu'on peut se payer un SNLE de plus? C'est quoi votre opinion là-dessus? À ISO budget ou même dans le budget qui sera celui de la LPM post-actualisation, c'est extrêmement compliqué. On part sur un certain nombre de programmes coûteux et nécessaires. Je pense au porte-avions nouvelle génération, par exemple. Je crois qu'il faut être conscient que l'actualisation de la loi de programmation militaire sera une loi de cohérence. En clair, on bouge des trous capacitaires parce qu'on avait sous-calibré la première LPM. Honnêtement, nous l'avions dit à la tribune en disant que c'était le minimum. Le format ne peut bouger qu'à la marge. Le vrai enjeu, ça sera 2027, où on aura forcément besoin d'une nouvelle LPM qui sera une loi de format et pas une loi de cohérence. Il y a quelques urgences. Des avions en plus, vous l'évoquiez, évidemment, et les événements de l'Iran le montrent, davantage de navires de premier rang pour la flotte. Ça fait 10 ans qu'on dit à 15 navires de premier rang, on n'y arrive pas, on ne tiendra pas les contrats opérationnels. Aujourd'hui, 3 frégates de plus, c'est un minimum. Ce que j'espère au moins qu'on obtiendra dans l'actualisation de la LPM, c'est d'avoir ces ambitions supplémentaires mentionnées sans forcément que ce soit dans l'année et demie qui vient, parce que de toute façon, on n'aurait ni le temps de les produire, ni le temps de les avoir, mais que les cliquets soient marqués. Et ces cliquets, c'est une vingtaine de Rafales probablement de plus pour arriver à terme à une flotte de 150 avions qui serait le bon format. C'est 3 frégates de plus. Sans oublier aussi qu'on a une armée de terre qui a besoin de pouvoir s'entraîner, qui a besoin d'avoir des capacités corps d'armée, qui aujourd'hui ne les a pas. Donc je crois vraiment qu'on est à un moment de vérité pour les Français, à un moment où les dépenses de défense, c'est des dépenses pour les protéger, c'est pas pour le plaisir d'avoir davantage de moyens, et il faudra une vraie opération vérité des prix. La défense, ça les touche au quotidien. Aujourd'hui, le détroit d'Ormuz bloqué, c'est le prix à la pompe qui va flamber, demain de l'inflation et tout ce qui peut s'en suivre. Juste un mot sur les vecteurs. La France n'a plus depuis maintenant quelques années de composantes terrestres. Est-ce qu'à votre avis, il y aurait une réflexion à porter de ce côté-là, où on est dans un monde aujourd'hui où la composante aéroportée et les navires, les sous-marins suffisent largement? Je pense que la question ne doit pas être exclue, mais la nécessité ne m'en semble pas absolument évidente. Les sous-marins aujourd'hui ont une capacité de dilution que personne ne remet en cause. L'aviation stratégique, les FAS, ont une capacité de projection et de déploiement. C'est l'idée de la dissuasion avancée. L'un des intérêts d'avoir une composante terrestre, c'était de pouvoir diluer sur le territoire européen. On peut aussi diluer des avions. Donc j'ai tendance à croire qu'on a d'autres priorités parce que dans des budgets contraints, même si on arrive à ce qui est nécessaire, qu'évoquait le ministre des Armées et que j'évoquais déjà dans un rapport de 2022, c'est-à-dire un poids de forme à 100 milliards et de manière durable, c'est vers ça qu'il faut tendre. On aura des choix à faire. Je ne suis pas sûr que ce soit un seuil à franchir. L'ancien Premier ministre François Bayrou vous avait confié un rapport sur la base industrielle et technologique de défense, un travail que vous avez remis il y a peu de temps. Vous pointez beaucoup dans ce rapport le rôle parfois trouble de l'Europe, qui, selon vous, prendrait peut-être trop de décisions à la place des États. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Ce n'est pas le rôle trouble de l'Europe. Chacun doit faire ce pourquoi il est fait. En vertu des traités, la défense, c'est la compétence des États. On a des organes européens qui sont faits pour ça, c'est le Conseil, c'est l'intergouvernemental et c'est l'Agence européenne de défense. La Commission, et c'est effectivement ce que je pointe, qu'il ne faut pas faire communautariser la défense, elle a une mission essentiellement
économique. Donc ce que doit faire l'Union européenne, la Commission, ce que doit faire le commissaire à la défense Kubilius, c'est d'être en fait un commissaire à l'industrie de défense. Tout ce qu'on pourra faire pour favoriser ces coopérations, pour développer l'industrie européenne de défense aura du sens, à condition de respecter quelques principes pour lesquels on se bat. C'est une forme de Buy European Act, c'est-à-dire de dire on en est très loin, mais ce qui est financé avec de l'argent communautaire doit servir à avoir des produits qui ont un design européen et une production européenne. La Commission est encore habitée, même si elle développe progressivement une pensée stratégique par une vision un peu idyllique du libre-échange ou du marché intérieur. Ce sont des marchés spécifiques. On est dans un domaine où on ne peut pas fonctionner de la même manière que sur un marché qui porterait sur des jouets. Et d'ailleurs, c'est pour ça que vous êtes opposé à la création d'un marché unique de la défense en Europe qui diluerait la responsabilité de la France. Non, le marché, pas que de la France. Alors, oui, évidemment, ce sont les intérêts français qui m'intéressent en premier. Mais un marché unique de défense, ça veut dire une obligation de faire des appels d'offres. Donc, il y a un certain nombre de capacités qu'on veut conserver de manière souveraine. Et ça n'a pas de sens. La défense, ça n'est pas des véhicules de tourisme. Première raison. Deuxième raison, qui dit marché unique de la défense, dit la volonté de la Commission, au nom de ce marché unique, de contrôler des priorités. Ça veut dire qu'il y aurait un doute sur la capacité d'exportabilité de nos produits. Et on sait que notre base industrielle et technologique de défense française tient son modèle grâce au succès à l'export, dans le domaine naval, dans le domaine aérien avec le Rafale, et puis l'exportation d'armement, et c'est pour moi l'une des dérives qui menace aujourd'hui, ne doit être contrôlée par les États. La Commission ou l'Europe aurait envie d'y regarder. Là, on touche à la souveraineté. On doit pouvoir avoir nos alliances de défense comme on l'entend, et on n'a pas envie que soit ratifié par l'Europe le fait de coopérer aujourd'hui avec l'Inde, avec l'Égypte. C'est une prérogative nationale qui doit le rester. Il y a une mission récente qui vous a été confiée sur les investissements étrangers en France. Il y a quelques temps, en tout cas il y a quelques jours ou quelques semaines, il y a eu le dossier LMB Aerospace. Quel est l'équilibre à trouver entre l'attractivité de la France et justement la défense des intérêts de souveraineté industrielle français ? Les termes de l'équilibre sont théoriquement simples sur le papier. Il faut protéger nos pépites et nos technologies et ne pas accepter que des fonds d'investissement étrangers, qui peuvent être les faux-nés d'États étrangers, ne captent les singularités françaises et les technologies françaises. Il y a un autre besoin impératif de l'ensemble de nos entreprises de la BITD, c'est de pouvoir lever des fonds sur le marché du capital investissement. Et lever des fonds sur le marché du capital investissement, ça veut dire que des investisseurs doivent pouvoir sortir et revendre avec une plus-value les investissements qu'ils ont faits. Trop de contrôle tuerait cette capacité d'investissement, donc l'avenir. Trop peu de contrôle nous ferait perdre nos pépites. Le véritable enjeu, et ça doit être aussi un sujet de la présidentielle de 2027, c'est qu'il manque à la France des fonds d'épargne patient sur le modèle des fonds souverains. Alors on n'a pas la chance d'avoir du pétrole comme les Norvégiens, mais qui puissent conserver durablement des entreprises sans forcément les vendre à des fonds d'investissement étrangers. Et pour ça, il n'y a qu'une seule réponse possible. Il nous faut une épargne retraite patiente, une épargne de retraite pour l'investissement. En clair, 2027 devrait être de dire aux Français, pour votre retraite, à côté du fonds de répartition, il faut des fonds de capitalisation pour un investissement durable. Ça répond à une partie des enjeux démographiques, ça répond à des enjeux industriels, c'est bon pour la sécurité et pour l'emploi. Je crois que c'est l'une des batailles de fond quand on sait la part que représente la dépense sociale en général et la dépense retraite en France pour passer à l'échelle supplémentaire. Je rappelle que sur 1 000 € de dépenses publiques en France, il n'y en a aujourd'hui que 31 qui est consacré à la défense. Dernière question, enfin en tout cas dernier thème qu'on va évoquer avec vous. On va même essayer d'en faire deux.
le SCAF et l'Iran. Le SCAF, bon, on suit ce sujet depuis 2017, ça n'avance pas. On a compris que les industriels ne s'entendaient pas. Est-ce que vous estimez, est-ce que vous jugez que ce programme est définitivement enterré? Est-ce qu'il faut passer à autre chose? Je crois qu'il est à tout le moins en état de coma dépassé. Vous ne pouvez pas, pour du symbolique, faire travailler ensemble des industriels qui ne le veulent pas. Airbus, les syndicats allemands, le BDV a dit qu'il n'en voulait pas. Je pense qu'il faut constater que ça n'a pas marché. Ne nous acharnons pas, recherchons d'autres coopérations et posons-nous la question comment on finance le plan B. Qu'est-ce que vous conseilleriez à Emmanuel Macron pour sortir par le haut sur cette histoire de SCAF? Je ne me permettrai pas de lui donner des conseils parce que je n'ai pas tous les éléments du dossier. Je crois simplement une prise d'acte, une parole de vérité quand quelque chose n'a pas fonctionné, je crois, est plutôt positive, et surtout une prise d'acte qui se transforme d'une volonté d'action, c'est-à-dire mettre en place de nouvelles coopérations, par exemple avec la Suède. Je ne sais pas si c'est faisable, mais le Gripen arrive aussi en fin de vie, donc il pourrait y avoir un projet fait avec eux. Et puis, évidemment, il y a quand même, par rapport aux échanges qu'on a eus sur la dissuasion avancée, de se poser la question de comment on fait pour mettre tous nos partenaires autour de la table pour développer un vrai European Buy Act. Un dernier mot sur le conflit qu'on est en train de voir en Iran. Il ne s'agit pas de faire le but par but parce que c'est impossible. Il y a quand même quelque chose qui apparaît. Les munitions, l'utilisation intensive de munitions, que ce soit de la part des Américains, des Israéliens ou bien de l'Iran. Ça nous rappelle un petit peu ce qui s'est passé en Ukraine ces dernières années. On voit que la munition est au centre de tout. C'est là que ça va se jouer ? On est dans une guerre d'attrition, donc celui qui industriellement pourra tenir le plus longtemps est celui qui atteindra ses buts de guerre, sous réserve qu'on sache exactement quels ils sont. Mais c'est un des enseignements, mais ça fait des années que nous le disons, de la guerre en Iran actuellement, c'est le stock de munitions, et c'est aujourd'hui un des éléments de l'actualisation de la loi de programmation militaire, c'est vraiment reconstituer les stocks de munitions et de développer le stock de munitions, quitte à avoir des outils financiers innovants. Alors, vous savez que je m'étais battu pour qu'on crée des SPV, c'est-à-dire qu'on fasse financer par des fonds privés des stocks de munitions qui pourraient être vendus à l'export ou utilisés par les armées en cas de besoin. Je crois qu'aujourd'hui, il faut faire feu de tout bois. Si on ne peut pas changer le format, au moins faisons en sorte d'avoir des caissons pleins. J'ajoute que quand on parle des munitions, je parle évidemment des munitions bonnes de guerre, mais aussi des munitions d'entraînement, parce que nos armées manquent cruellement de munitions pour s'entraîner sur le terrain, et un soldat ne s'use que s'il ne s'entraîne pas, parce que c'est son métier et qu'il aime faire ça. Jean-Louis Thiriot, merci beaucoup d'avoir été avec nous cette semaine, ancien ministre délégué auprès du ministre des Armées. Vous êtes député de Seine-et-Marne et membre de la Commission de la Défense et des Forces Armées à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup. Et je remercie aussi Michel Cabirol, rédacteur en chef à la Tribune, et qu'on retrouvera. Michel, on se retrouve la semaine prochaine. Et tout de suite, c'est l'heure du décryptage avec Léo Barnier d'Air et Cosmos. Air et Défense, le décryptage. C'est l'heure du décryptage dans Air et Défense avec, comme chaque semaine, Léo Barnier. Bonjour Léo. Bonjour Jean-Baptiste. Vous êtes rédacteur en chef de Air et Cosmos. Et ça y est, on connaît désormais les résultats financiers des Big Four. Airbus, Thales, Safran, Dassault. Quels enseignements vous en tirez ? Alors tout d'abord, on voit que ces Big Four sont tous progressés cette année. Leurs résultats 2025 sont en progression, que ce soit en termes de profit, mais aussi de rentabilité. Et ça, ils le doivent notamment à une dynamique bien précise, c'est celle de leurs activités de défense. On le voit, même si les proportions sont différentes d'un acteur à l'autre, forcément Airbus est tiré par le civil, il y a une partie civile très importante, alors que Thales va être plus défense, mais la tendance quand même de la croissance de ces activités de défense est générale. Pour citer quelques chiffres, quand on voit sur les activités justement la part du chiffre d'affaires lié à la défense, chez Thales, donc ces activités de défense ont progressé de 12% en 2025 par rapport à 2024. Okay. Chez Airbus, c'est plus 15%. Chez Dassault, c'est plus 17%. Chez Safran, c'est un peu plus compliqué de savoir parce que ces activités sont réparties entre les différentes branches du groupe. Mais clairement, Olivier Andriès a insisté sur les dynamiques de ces activités de défense, sur notamment l'électronique de défense, et a assuré que dans les prochaines années, la part des activités de défense devrait légèrement augmenter, voire augmenter, alors même que les activités civiles sont, elles, en très forte progression.
On a des progressions à 2 chiffres, effectivement, entre 12 et 17%, ce qui est quand même assez important. Est-ce que ce mouvement, alors je pense que la réponse est dans la question, mais est-ce que ce mouvement d'une participation comme ça, très importante de la défense dans les résultats, va se poursuivre dans les années qui viennent ? Oui, je pense qu'on peut le confirmer. Même s'il ne faut jamais parier là-dessus. Mais voilà, quand on le voit, quand on voit les commandes qui ont été passées en 2025 ou les années précédentes, forcément, ça va se retrouver dans la production des prochaines années. On voit aussi les perspectives qui sont offertes par le marché de la défense aujourd'hui. Il y a un exemple qui est très parlant, c'est celui de l'Inde. L'Inde qui a ouvert des négociations avec Dassault Aviation et avec des négociations de gouvernement à gouvernement, mais pour acheter jusqu'à 114 Rafales dans les prochaines années. Le contrat ne sera signé sans doute que l'année prochaine, mais voilà, la perspective est là et elle est forte. Donc, une perspective qui est très forte, mais qui s'inscrit vraiment dans un contexte de forte tension internationale. Est-ce que c'est un peu la même chose pour nos voisins en Europe et dans le monde, où on a un mouvement comme ça, qui n'est pas évidemment que français ou européen, mais vous le voyez s'étendre ailleurs dans le monde, ce mouvement ? Oui, effectivement, ça s'inscrit, cette hausse des activités de défense s'inscrit très clairement dans le contexte international, de forte tension internationale. Enfin, on voit ce qui s'est passé ce qui se passe cette semaine, depuis ce week-end. Voilà, donc forcément, ça pousse les États à renforcer leur budget de défense. Et on le voit notamment en Europe, c'est partout dans le monde, c'est partout à travers le monde. En Europe, on peut citer notamment la Pologne qui a affiché son ambition de devenir une des plus grosses armées du vieux continent, notamment face à la menace russe. On le voit en Allemagne qui a posé 100 milliards sur la table. Mais on le voit aussi en France où, on l'a vu il y a quelques semaines, on a confirmé les surmarches budgétaires dans la loi de programmation militaire, et ce alors même que le contexte budgétaire est quand même très tendu. Et d'ailleurs, Patrick Payoux, le nouveau délégué général de l'armement, s'exprimait là-dessus. Il disait qu'entre 2025 et 2026, ce serait 80 milliards de plus, voire même 100 milliards de plus qui arriveraient dans les caisses des sociétés d'armement françaises. Bon, après, il y a une partie qui vient de la France, mais aussi une partie d'export. Est-ce qu'il y a des limites à tout ça ? Oui, forcément, il y a des limites parce que quand on prend un peu la big picture, en fait, cette hausse des dépenses d'armement, elle profite certes aux industriels européens, aux industriels français qu'on a cités, mais forcément, elle profite largement aussi aux industriels américains. Toujours aux industriels américains. Oui, et même quand ce sont les pays européens qui achètent. Alors, il y a une petite évolution là depuis un an, qui va là s'exprimer notamment cette année, c'est le programme SAFE, donc, qui a introduit un premier pas de préférence européenne. Donc, c'est dans le cadre du grand plan de la Commission européenne Rearm Europe. Mais voilà, pour l'instant, c'est encore un peu tôt pour en tirer les conclusions. Voilà. Mais c'est un premier pas. Léo Barnier, un grand merci, vous êtes rédacteur en chef d'Air et Cosmos. J'en profite pour vous montrer la une d'Air et Cosmos cette semaine, qui est évidemment au cœur de l'actualité avec le conflit en Iran et l'opération Epic Fury. Léo Barnier, un grand merci, on se retrouve la semaine prochaine. Et tout de suite, ce sont les signaux faibles. Air et Défense, les signaux faibles. Dans les signaux faibles, on a eu cette semaine la présentation des résultats de Dassault Aviation. Éric Trappier, le PDG de Dassault Aviation, était invité sur BFM Business avec Edwige Chevrillon. Il en a profité pour taper, on va le dire comme ça, sur cette surtaxe qui touche les entreprises, 96 millions d'euros. Voilà ce que ça a coûté à Dassault sur l'année 2025. Ça coûte cher et Éric Trappier n'est pas content. Écoutez-le. On nous a dit il faut mettre la main à la poche pendant 1 an. Oui. Bon, on a accepté. Okay. Enfin, on a accepté, on n'a pas le choix. C'était 1 an. Promis, juré, craché, c'est 1 an. Puis maintenant, on nous dit, compte tenu des difficultés budgétaires, on est obligé de rester 1 an de plus. Et puis on nous dit, peut-être 2027 aussi. Donc ça fera 3 ans. Donc notre crainte, nous les grandes entreprises, c'est que cette surtaxe s'installe. Et si elle s'installe, elle taxe d'abord ceux qui sont en France, qui travaillent en France. Elle taxe le chiffre d'affaires fait en France. Moi, je paye 100% d'impôts en France. Oui. Donc, parce que j'ai beaucoup d'activités en France. Celui qui a moins d'activités en France, il va payer moins d'impôts. Donc, le mauvais réflexe serait de quitter la France pour payer moins d'impôts. Le mauvais réflexe, mais est-ce que ça serait un réflexe que vous pourriez avoir ? Pas moi, parce que je suis principalement dans la défense, mais tous ceux qui peuvent le faire.
Oui, mais je ne sais pas. Par exemple, toute la partie avion d'affaires, vous pourriez la délocaliser aux États-Unis. Oui, on peut. Donc, on y a réfléchi il y a un an. Oui. Pour l'instant, on a décidé de rester en France parce qu'on trouve une synergie entre la fabrication des avions militaires et la fabrication des avions civils. C'est le même bureau d'études, donc c'est tout notre intérêt de rester ancré en France avec nos sous-traitants. Parce que si la grande entreprise quitte, on dit mais c'est que les grandes entreprises qui vont payer plus. Si la grande entreprise rééquilibre son chiffre d'affaires à l'extérieur, c'est moins d'activité en France et donc la supply chain faite de TI, de PME, souffrira en cascade. Donc je pense que c'est une mauvaise mesure et que la bonne mesure, c'est ce qui avait été pris pour la politique de l'offre dans le premier quinquennat Macron. C'était Éric Trappier, le PDG de Dassault Aviation, qui était au micro d'Edwige Chevrillon cette semaine. Vous pouvez retrouver d'ailleurs l'intégralité de l'interview sur une bonne vingtaine de minutes sur le site internet de BFM Business, bfmbusiness.com. C'est la fin de cette émission Air & Défense pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine, même lieu, même heure. Air & Défense sur BFM Business.